Je pensais des organisations telles que le Dîner du siècle, le groupe Bilderberg, qui sont restées très très longtemps dans l'ombre et qui aujourd'hui commencent à être contestées par tous ceux qui remettent en cause l'idée d'une élite qui resterait dans l'entre-soi pendant que le peuple serait totalement rejeté. Parce que c'est ça qu'il y a derrière le Dîner du siècle et le groupe Bilderberg, c'est l'image la plus évidente de cet entre-soi politique et idéologique, jusqu'à parfois générer tous les fantasmes. Alors, sans entrer dans le complotisme, ce qui est très compliqué puisque dès qu'on analyse, sans même aller jusqu'à critiquer, le Bilderberg ou le Dîner du siècle, on est immédiatement classé parmi les complotistes. On va essayer quand même de poser les questions et de définir les choses. Le Dîner du siècle a été fondé en 1944 par d'anciens résistants, donc au sortir de la guerre, des gens qui voulaient dépasser les clivages politiques et permettre à tous ceux qui allaient reconstruire la nation de se rencontrer, de discuter dans un contexte apaisé. Ça, c'était l'idée de départ. Donc le Dîner du siècle rassemblait des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des gens de l'édition, mais aussi des médias, enfin de la presse à l'époque. C'est toujours le cas, dans un contexte qui n'est plus celui de la reconstruction, dans un contexte où ce rassemblement de ces élites commence à poser problème. Parce qu'il y a en fait une idéologie derrière. Et c'est aussi le cas quand on parle du groupe Bilderberg. Le groupe Bilderberg, là, c'est également dans ce contexte de sortie de la guerre et surtout dans un contexte de guerre froide qu'il faut le comprendre, puisqu'il est fondé en 1954, au départ par des Polonais, des Belges, qui s'inquiètent de la montée d'un anti-américanisme en Europe. Le 29 mai 1954, un consortium de banquiers, d'industriels, de chefs d'entreprise et de politiciens s'est réuni pendant plus de 3 jours à l'hôtel Bilderberg qui est à Oosterbeek, en Hollande. Ils ont élaboré un plan pour maintenir le statu quo. Fonder un groupe qui permettrait aux élites des deux rives de l'Atlantique de se rejoindre. La première réunion a lieu donc dans un hôtel Bilderberg, en présence des délégués de différents pays d'Europe et des États-Unis. Et très rapidement, ces personnalités vont mettre en place un réseau d'influence, parce que ces deux groupes fonctionnent par cooptation, dans le secret le plus absolu. Quand on assiste aux réunions du groupe Bilderberg, on s'engage à ne pas raconter ce qui a été dit. L'idée est de garantir une forme de confidentialité qui permettrait aux uns et aux autres de discuter en toute liberté. Et donc de générer des idées parmi ces grands de ce monde qui doivent évidemment décider de nos destins et en décider en toute intelligence. Sauf que le premier souci est qu'en effet, cet entre-soi est profondément malsain. Il est d'autant plus malsain que ces élites qui font partie de ces groupes, ce qui peut sembler légitime au départ, se sont coupées totalement du reste de la population. Finalement, le fait de se rencontrer entre banquiers, entrepreneurs ou fonctionnaires n'est pas si difficile que ça. Il n'y aurait pas de nécessité. On préférerait que des organisations se fassent pour que ces gens-là rencontrent des paysans, des ouvriers, des artisans, des gens qu'ils ne rencontreront jamais dans leur vie de tous les jours. Le Parlement européen n'est pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot. Ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg, parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile on dit faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Mr. Rothschild, how you doing, sir? Can you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? Sorry? Can you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? I didn't get that, actually, no. The Bilderberg? You weren't there? No. This year. What went on last year? No, I wasn't there last year. I think that was my cousin. Your cousin was there? Yeah, I think so. Okay. Good night. Do you have a couple minutes for us, Mr. Rothschild? We have a few additional questions.
There's actually a question inside of it was saying that the Federal Reserve was one of these organizations. It's one of these organizations that a lot of people say is the source of inhumane projects all across the world because it was a private bank. That was started by your family. No, it's completely untrue. I was asked that earlier. It really isn't true. No. Jekyll Island, 1913, sir. I mean, but sir, just one thing. We could go on about how your family committed all these acts against society, but we just want to let you know the New World Order has no legitimacy, and that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well. Thank you, Mr. President. The Commission have recently replied to my written question confirming that Commissioners Almunia and Kroes attended the Bilderberg meeting in St. Moritz in June. The Commission cannot tell me details of what was discussed, but assure me that the Bilderberg meetings do not take decisions. If Bilderberg meetings are just talking shops, why do the most important and powerful figures from around the world, including George Osborne, the Chancellor of the Exchequer, bother to attend? And what other summit of world leaders in politics, finance and business would go completely unreported in the mainstream media, such as the BBC? It is impossible not to reach the conclusion that the non-reporting of these events is anything other than a conspiracy between the organisers and the media. It merely confirms the belief of many that the hidden agenda and purpose of the Bilderberg Group is to bring about undemocratic world government. It's a disgrace that the European Commission is colluding in that. Monsieur Gollnisch, pour les non-inscrits. Monsieur le Premier ministre, cher ancien collègue, vous nous entretenez de l'avenir de l'Union européenne. Disons les choses franchement, cet avenir sera bien sombre si l'on ne change pas radicalement de perspective. Au cours des 30 années que j'ai passées dans ce Parlement, j'ai vu se développer une dynamique de groupe perverse, prométhéenne, je devrais dire luciférienne. La questione delle nomine, molto importante. Oggi c'è sulle agenzie c'è un corollario di voci, di riunioni, non si sa nemmeno se dovrà esserci una riunione straordinaria a Bruxelles. Ma io mi domando una cosa, esaminando i nomi che circolano. Per esempio, mi limito a 3, Balkenende, Miliband e Van Rompuy. Ma è mai possibile che nessuno abbia osservato che tutte e 3 sono frequentatori delle riunioni vuoi del Bilderberg, vuoi della trilaterale? Beh, io credo che si debbano stabilire dei principi di trasparenza, tanto sovente indicati a parole dalle nostre istituzioni, e si debba chiedere con chiarezza a queste persone se sono i candidati del loro paese nelle forze politiche o di questi gruppi occulti che si riuniscono a porte chiuse et decidono sulla pelle e sulla testa dei popoli. Une enquête extrêmement intéressante qui est, par exemple, la conférence Bilderberg et la commission trilatérale. Je vous cite un exemple. La commission trilatérale, dans lesquelles un certain nombre, tous les anciens commissaires à la concurrence, par exemple, qui sont les commissaires les plus puissants, parce que eux appliquent les traités, il n'y a même pas de discussion sur ces questions-là, se cooptent à la commission trilatérale, on les retrouve au Bilderberg, et on les retrouve pour un grand nombre d'entre eux chez Goldman Sachs, la banque d'affaires américaine, très contestée comme on sait. Et on les retrouve, mais on les retrouve aussi au pouvoir, puisque... Et on les retrouve au pouvoir, puisque les deux chefs d'État récemment nommés en Italie et en Grèce, sans élection directe, c'est-à-dire les parlements évidemment sont exprimés, mais les électeurs n'ont pas donné leur avis sur les changements de politique. On a dit qu'ils avaient travaillé à Goldman Sachs, mais ils ont aussi été... À la trilatérale. Oui, chez Goldman Sachs, comme aussi Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne. Universitaire. Mario Monti, d'abord un grand universitaire. Prenons Mario Monti, qui a pris le pouvoir en Italie. Oui. Voilà quelqu'un donc qui dirigeait jusqu'à sa nomination la section européenne d'une association. Quand on va regarder à l'intérieur ce qui s'y dit, on a trouvé des documents avec Christophe Dubois qui prouvent que les référendums, ils sont considérés comme tyranniques, tueurs de traités. C'est l'appel au peuple qui est considéré comme tyrannique. Et Mario Monti était venu il y a 4 ans au Sénat, à Paris. À l'époque, il était relativement inconnu des Français, mais il a vu des phrases très claires. Ce qu'il appréciait dans l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, parce que ce n'est pas une remise en cause de la construction européenne, c'est de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ce qu'il appréciait, c'était qu'elle soit à l'abri des aléas de l'humeur de l'électorat et qu'elle soit éloignée des contraintes électorales. C'est formidable, cette nouvelle démocratie éloignée des contraintes électorales.
mais peut-être ça se rapproche du despotisme éclairé. La langue et la Mais ce que culture demande d'un Jean-Yves peuple. Camus, c'est qui manipule ce projet mondialiste à vos yeux? Écoutez, je crois que c'est les grands organismes qui sont connus. Il y a un certain nombre d'organisations internationales qui font la promotion de cette conception. Mais je crois que les gens qui nous dirigent sont convaincus de la bénéficité de ce projet. Quand vous Ils dites les sont organisations eux-mêmes européistes et mondialistes, l'Europe n'étant qu'une étape sur la voie du gouvernement mondial. Quand vous parlez des organisations, vous pensez à quoi? Le FMI, des choses comme ça? Non, je pense au Bilderberg, des choses comme ça, des organismes qui font la promotion du gouvernement mondial. Mais il en est chez nous. M. Attali est un partisan de ce gouvernement mondial, mais aussi M. Sarkozy, M. Hollande, ipso facto. Évidemment, utopiquement, et nous la partageons tous, une démocratie mondiale, un gouvernement mondial qui aurait les moyens de financer ses infrastructures. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes d'environnement. Et Barack Obama est engagé sur ces questions d'environnement. Il veut signer le protocole de Kyoto. Ouais. Eh bien, nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde et universelle. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. When we are successful, we will be. We have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founder. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. D'ailleurs, c'est la consanguinité qui a toujours provoqué la fin des civilisations et des sociétés. La France a toujours connu, au cours des siècles, a toujours été au cours des siècles métissée. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. De nouveaux équilibres et valeurs peuvent alors être établis, qui seront consolidés de façon durable par l'autorégulation. La rééducation devient de l'auto-rééducation. Le monde est censé se transformer en une société mondiale post-nationale et multiethnique sans frontières. Alors heureusement, au-dessus d'eux, il y a le comité ou la conférence ou le club de Bilderberg, dirigé par cette Madame Crutzen. Alors, Madame Crutzen, elle n'existe pas, c'est une invention, c'est romanesque. Par contre, ce fameux groupe de Bilderberg, il existe. Il a été créé en 1954 par, alors j'ai plein de notes, par David Rockefeller et puis une espèce de prince des Pays-Bas, prince Bernard des Pays-Bas. Donc il existe, disons, il est essentiellement une sorte d'axe transatlantique qui réunit des gens. Alors il y a de tout, il y a de la politique, il y a de l'économie, il y a de la finance, il y a de l'armée, des services secrets, des médias. Et ils se réunissent une fois par an. À côté, Davos, c'est un peu l'amicale des boulistes, quoi. C'est des guignols à Davos. Bilderberg, on est dans le disque dur des maîtres du monde. Oui, je pense vraiment. Je pense vraiment, Davos, c'est une réunion publique, il y a beaucoup de journalistes, il y a des débats, il y a quelques séances privées. Davos, tout se joue dans des couloirs et dans des séances qui sont fermées à la presse. Ouais. Mais le Bilderberg, c'est vraiment, effectivement, une réunion tous les ans dans un endroit tenu secret, gardé par les patrouilles de l'OTAN, quand même. Aucun journaliste n'a le droit d'y approcher. Mais c'est James Bond, des mecs qui arrivent en hélicoptère noir où il n'y a pas d'inscription, se posent, on les met dans des voitures noires, on les amène. Alors, je suis allé au Canada à la dernière conférence de la trilatérale, ça c'est tout à fait juste. De quoi on a parlé? On a parlé de la guerre en Irak avec des gens venus du monde entier. Hein. Quelles étaient les solutions? On a parlé des conflits du Proche-Orient, on a parlé des conflits dans les banlieues, on a parlé d'un certain nombre de problèmes monétaires,
On a parlé de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Voilà, ce sont des conférences, des débats qui sont organisés avec des gens qui sont censés, pardon pour la prétention, sur un des sujets traités, pas sur tous, sur un des sujets traités, avoir quelques lumières, quelques expériences. Voilà. C'est démocratique, tu penses, de faire ça? C'est-à-dire de quoi? se réunir entre gens qui dirigent dans différents Mais ils domaines, dirigent rien du politiques, tout. financiers, Ils dirigent rien et du qu'on ait tout. le sentiment, nous, les humbles, les sans grades, les gens de la plèbe, de se dire, tiens, on est Non, mais dirigé attends. d'en haut. Mais Oui, bon. mais bizarrement, ça n'est pas filmé, on n'en parle pas dans les Eh médias. ben parce que Pourquoi ce côté secret? pour qu'il y ait une... Non, c'est pas secret. Ils veulent qu'il y ait une véritable liberté d'expression et que les gens puissent, même s'ils exercent des responsabilités importantes, ils veulent que ces gens puissent dire librement ce qu'ils pensent. Mais entre eux. Non, sans que ça ne donne lieu à une exploitation, à une caricature, à une déformation qui les empêcherait de parler librement. Et derrière les travaux, ça donne quoi? Ça sert à quoi? Rien. On discute et ça sert à quoi derrière? Il n'y a pas de décision qui sont prises? Aucune. Ça sert à chacun. Donc il ne faut pas voir la trace de la main occulte, sans jeu de mots. Ça sert à chacun à se forger son opinion. Ne crache pas sur le spectacle. Non, je crache Tu as pas. envie. J'aime le spectacle. Tu as envie. Mais j'y vais au spectacle. J'adore l'opéra. Donc voyons, comme spectacle, il n'y a pas mieux. Tu le fais, le spectacle aussi. Mais, modestement. Mais avec un talent certain. Mais je pense qu'il y a un temps pour le spectacle et puis il y a un temps pour la réflexion. Il y a un temps avec pour les amis, il y a un temps pour tout. Et Bilderberg, pas un mot d'ailleurs. Mais c'est la même chose. Ah bon, c'est exactement la même chose. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une des thèses, en tout cas une des démonstrations de votre livre, c'est que toute cette gesticulation, ce n'est que geste de battleur et que ça masque une vacuité de la scène politique française. Une vacuité, puis le pouvoir en fait est ailleurs. Circus Politicus, c'est le récit de la prise de contrôle de notre vie politique, nationale et européenne, par des groupes d'intérêts très puissants qui ont commis une espèce de putsch démocratique. En fouillant des archives, en interrogeant les protagonistes, en découvrant des documents inédits, nous avons découvert avec Christophe Dubois l'existence d'un système où les électeurs ont de moins en moins leur part. Ça ressemble à la théorie du complot, ce que vous dites un petit peu quand même. C'est pas du tout complotiste. Mais quand on va fouiller, je vous donne un exemple. L'homme le plus puissant, l'un des hommes les plus puissants d'Europe, qui est le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, n'a pas fait candidat auprès des peuples. Il ne s'est même jamais déclaré. Il a été nommé à huis clos par les chefs d'État et de gouvernement. Mais une semaine avant, alors qu'il n'allait pas devant les peuples, il est allé se faire adouber par la conférence Bilderberg, un club très mystérieux dont nous révélons les secrets. Je vous donne un autre exemple. On a découvert l'existence d'un réseau, d'un groupe de commissaires européens, d'anciens commissaires, qui se cooptent dans une autre organisation, la Commission trilatérale, où ils s'échangent les postes. Organisation, ils appartiennent aussi au comité de direction du Bilderberg, ils se retrouvent dans ces conférences, et puis on les retrouve aussi, comme par hasard, dans les rangs de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, décriée comme on sait. Le fondateur de la commission trilatérale, le milliardaire américain David Rockefeller, avait exposé un jour très clairement son programme, c'était remplacer les gouvernements par le business. Ce programme a été mené à bien. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde. Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Je connais Davos, en direct, je connais la Tricontinentale, je connais Davos, mais je connais pas... Mais en tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je n'en dirai rien sur c'est peut-être une invention d'un téléspectateur qui voulait vérifier qu'on nous teste. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. C'est plaisir, vous êtes peut-être en train de répondre très habilement à une fausse question.